Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Où fait-il bon, même au cœur de l'orage? Où fait-il clair, même au cœur de la nuit? L'air est alcool et le malheur courage. Carreau cassé, l'espoir encore il luit et les chansons montent des murs détruits. Paris par Aragon en 1944, Paris le 13 novembre 2015, Paris attaqué et meurtri lors de ce massacre des innocents qui a fait au moins 129 morts et 350 blessés. C'est un bilan provisoire. Nous vous proposons une édition spéciale. Ce soir, nous avons besoin de pertinence, de lucidité et d'espérance. Un débat sur cette guerre asymétrique dans laquelle nous sommes entrés à nos corps défendants. Quelle modalité de riposte contre Daesh? Comment déjouer les pièges que nous tendent les djihadistes qui veulent pousser les Occidentaux à envoyer des troupes au sol en Syrie? Le rapprochement entre Obama et Poutine au G20 hier et aujourd'hui augure-t-il une coalition mondiale capable d'éradiquer le califat? On essaiera de répondre à toutes ces questions, mais pour commencer, nous recevons le philosophe Abdenour Bidar sur l'anachronisme du rapport à Dieu gouverné par la soumission, sur la pulsion de mort d'un islam selon lui malade. Il nous éclaire et il appelle à la réforme. On le retrouve après l'empreinte digitale consacrée à Paris ce soir par Marc-Antoine de Porrette. Autrefois, quand on pensait à Paris, on voyait ses lumières. Des lumières pour lutter contre la criminalité au XVIIe siècle. Mais aussi celles de la Tour Eiffel, des grands magasins, du pont Alexandre III, de la Tour Montparnasse. Ces lumières et leurs reflets dans nos yeux, nous, Parisiens, et dans ceux des visiteurs. Paris, tu nous regardes grandir et nous aimons te traverser dans tous les sens. Les matchs de foot au Stade de France, siroter un pastis avec un chat sur les genoux au Carillon, savourer un spritz à la terrasse de la Belle Équipe ou un dîner en amoureux au Petit Cambodge. Sans oublier les nombreuses soirées à danser sur la musique au Bataclan. Seulement un jour, sur les réseaux sociaux, nous avons vu fleurir ces messages. Sur Twitter, les hashtags porte ouverte pour proposer un abri à tes citoyens ou Recherche Paris pour aider à retrouver nos proches disparus. Certains commençaient même à se prendre pour toi en écrivant « Je suis Paris ». Puis nos amis ont rajouté du bleu, du blanc et du rouge sur leurs photos de profil. Nous étions en novembre, ce mois incertain coincé entre l'automne et l'hiver. Un vendredi 13 où ton cœur s'est arrêté, Paris. Tu es redevenu le centre du monde, comme au début de l'année quand 17 de tes habitants avaient perdu la vie. Cette fois, on parle de toi de Lima à Tokyo, affiché sur les unes de magazines et les kiosques à journaux. Une Marianne, la larme à l'œil, un cri de terreur. L'orchestre du Metropolitan Opera entonne pour toi la Marseillaise. La surprise, le chagrin, la colère repeignent tes murs, tes drapeaux en berne, et ce silence, 1 minute, toi d'habitude si bruyante. Depuis, les lumières, ce sont ces bougies au bord de tes fenêtres. Un hommage aux victimes qui font de toi une orpheline, et aussi pour te montrer que quoi qu'il arrive, Paris, tu restes notre ville lumière. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Vincent Giray. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Abdenour Bidar. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Pour revenir sur Paris, ville des Lumières, il faut l'entendre dans un... C'est polysémique ce mot lumière. Il faut l'entendre aussi dans le sens de la ville des Lumières. Les Lumières du XVIIIe siècle, ce courant de la raison opposé à la superstition, la liberté d'expression, la liberté de penser, la remise en question de tous les dogmes. Est-ce que ce sont ces valeurs de l'universalité et des Lumières qui ont été attaquées vendredi? Oui, de façon peut-être plus concrète que de valeurs, je parlerai de grands symboles. Ce sont des grands symboles qui ont été attaqués, à commencer par celui de la lumière. On a voulu transformer Paris en une nuit obscure. On a voulu éteindre Paris. Et je crois que, pour citer, vous avez cité Aragon, moi je vais citer Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre qui disait que la liberté et la force, c'était de faire quelque chose à partir de ce qu'on a voulu faire de nous, ou de ce qu'on a voulu nous faire. La force est ciblée parce qu'elle est ce qu'elle est. Alors oui, exactement. C'est l'esprit du 11 janvier qui a été attaqué. Je l'ai dit plusieurs fois comme ça et je crois que c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a vraiment impressionné le monde, dans le sens le plus positif. Les millions de gens dans la rue. Notre capacité de rassemblement dans une dignité collective immense, très belle. Et il n'y avait pas seulement de l'esthétique, il y avait de la force. Et donc ce jour-là, déjà, on a manifesté cette capacité lumineuse, lumineuse, à exister par nous-mêmes, à ne pas nous laisser faire. Et je crois que c'est ça qui est testé aujourd'hui. On est puni pour ça aujourd'hui? Alors, puni pour ça, moi je n'aime pas être puni. Je n'aime pas les châtiments. L'être humain n'est pas fait pour subir des châtiments. Mais en tout cas, il y a eu un esprit de vengeance de la part de Daesh. Et nous, en face de ça, notre capacité à rester unis est une nouvelle fois testée. Donc là, il va falloir vraiment manifester quelque chose de très important, c'est la capacité à ne pas se laisser ni impressionner, ni paralyser. Ni paralyser. Juste un mot quand même. La France, c'est la mère de la laïcité. La France, c'est aussi le lieu, la terre de l'athéisme. Ça aussi, ça joue, évidemment.
Alors, je dirais que la France n'est pas, c'est pas la mère ou la patrie ou la terre de l'athéisme. C'est la terre de la laïcité, c'est-à-dire cette terre où ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas, on revient à Aragon, peuvent vivre ensemble dans la garantie des mêmes droits et des mêmes devoirs. C'est-à-dire que nous ne sommes pas une patrie d'athées. Nous sommes une patrie où il y a de tout et où on discute de tout librement. La religion, c'est l'espace privé. Voilà, et on nous en veut pour notre liberté absolument extraordinaire. Même dans un certain nombre d'autres pays occidentaux, il n'y a pas la même liberté par rapport à la religion. Nous sommes des iconoclastes, les Français. Nous nous moquons de tout, nous rions de tout. Nous manifestons une espèce de souveraine supériorité de l'esprit humain face à tout ce qui voudrait l'écraser. Le tragique, le sacré, la mort, la souffrance. Eh bien, une fois de plus, manifestons notre capacité de pied de nez à ce qui voudrait nous faire taire et nous écraser. C'est notre génie. Abdelnour Bidar, le fait qu'on ne puisse pas se rassembler puisque nous sommes en état d'urgence, est-ce que du point de vue de Daesh, encore une fois du point de vue de Daesh, c'est une victoire pour eux? Ne leur laissons pas ça comme une victoire. Profitons de ce moment où il y a une interdiction de manifester pour rassembler nos forces. Nos forces, vive. Il y a quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux, des mobilisations qui sont en train de se chercher. Par contre, dès que l'interdiction de manifester va être levée, alors là, il faudra se lever, il faudra sortir. Et non seulement il faudra sortir, mais à mon avis, il faudra aller plus loin que le 11 janvier où on est sorti dans le silence. Alors le silence, c'est très beau, mais la parole partagée, c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'il va falloir se rassembler autour de motifs forts. Il va falloir reprendre un travail d'engagé autour de nos valeurs pour que nous resserrions nos liens et que nous ne tombions pas dans le piège de Daesh qui est de diviser, de fragmenter la société française pour dire les choses comme elles sont, entre les musulmans et les non-musulmans. De créer une guerre civile, c'est un des pièges. Oui, de créer une guerre civile, de désigner des boucs émissaires, de faire en sorte que tout un ensemble de Français disent « et voilà, c'est la faute des Arabes, c'est la faute des musulmans, ça a commencé déjà, des immigrés ». Ça a commencé sur les réseaux sociaux. Donc ça, nous devons avoir, par rapport à ça, une vigilance collective extraordinaire et une dignité collective extraordinaire. Ne tombons pas dans un piège aussi grossier. Vous ne l'avez pas vu, cette dignité? J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose aussi, peut-être difficilement perceptible, mais on sent quand même, depuis vendredi soir, notamment dans ces quartiers, oui, où il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, de différent par rapport notamment au 11 janvier. Oui, tout à fait. On n'a pas entendu ces bruits de discorde ou ces dissensions. Il faut dire que là, l'attaque est particulièrement rude et qu'elle est particulièrement inqualifiable. Comment la défendre, Comment exprimer une réserve par rapport à cette monstruosité pure qui ne vise même pas des symboles, qui vise la vie humaine. On a l'impression que ça a bougé aussi, y compris du côté des musulmans. On a l'impression qu'il y a moins cette retenue, cette peur, cette prudence. On les entend un peu plus ces derniers. On cherche des raisons d'espérer, bien évidemment, dans ces dernières heures. Mais on a l'impression que là aussi, il y a peut-être un petit déclic qui a bougé. Oui, mais Islam de France en année 1, c'est-à-dire qu'effectivement, les musulmans, là, disent... face à quelque chose comme ça, on ne peut que faire bloc avec la société française. Et avant même d'être musulmans, avant même d'être ceci et cela, on est tous citoyens français ou membres de la société française. Revenons à Daesh. Vous êtes souvent exprimé sur l'organisation État islamique. Vous dites Daesh, c'est un monstre sorti des entrailles du monde musulman. Vous dites aussi c'est le symptôme de quelque chose. Mais c'est le symptôme de quoi, précisément? Alors d'abord, je prends toujours la précaution de dire qu'il faut distinguer islam et islamisme. L'islam, c'est une grande culture, c'est une grande civilisation. Et il y a des millions et des millions de musulmans dans le monde qui sont attachés à cette culture, à cette spiritualité, d'une façon qui est évidemment tout à fait saine, normale. Respectable. Plus que respectable, c'est quelque chose, on parlait de lumière tout à l'heure, qui illumine puissamment leur rapport au monde, leur rapport aux autres, etc. Cela étant dit, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui du côté du monde musulman? On constate tout un ensemble de retards, on constate tout un ensemble d'échecs. L'échec de la démocratie, notamment. On l'a vu avec l'issue complètement chaotique de l'éducation. Des printemps arabes, sauf en Tunisie. Alors, l'exception notable de la Tunisie, mais l'exception de la Tunisie fait ressortir par contraste de façon extrêmement cruelle le fait que partout ailleurs, ça va mal. On a des écarts de richesse qui sont absolument considérables. On a une puissance du religieux sur la vie sociale qui exerce ici et là une emprise qui empêche justement des choses comme la liberté de conscience, l'égalité des sexes également, qui est un enjeu de premier plan partout dans le monde musulman. Donc par rapport à ça, il y a un mal intérieur. C'est ça. Moi, ce que j'ai proposé de considérer, c'est que c'est un grand corps malade. Vous parlez de cancer. Oui, de cancer. Ouais. Sur ce cancer ou sur ce grand corps malade, il n'est pas... Enfin, il est tout à fait, je dirais, naturel, hélas, que quelque chose comme la monstruosité apparaisse. Nous, les Occidentaux, quand le nazisme est apparu, quand le fascisme stalinien sont apparus, c'est parce qu'il y avait dans la civilisation, dans le fond de la civilisation, des mécanismes issus de la modernité qui s'étaient complètement pervertis. Donc on a fait à ce moment-là notre examen de conscience. On s'est dit, mais comment est-ce qu'on a pu en arriver là ?
Moi, je ne diabolise pas le monde musulman, je dis simplement qu'il doit entrer dans ce moment historique, qui le fera respecter d'ailleurs. De réforme. De réforme et d'examen de conscience. Alors, Abdenour Bidar, Nadia voudrait évoquer avec vous et avec nous la question des imams radicaux. Oui, parce qu'on a entendu ce week-end Manuel Valls faire part de sa volonté d'expulser les imams radicalisés et de déchoir de la nationalité française, ce qui bafoue ce qu'est l'âme française. Ça a commencé, 10 d'entre eux ont été expulsés depuis janvier. Et il y a un imam français qui tient des propos très radicaux, plus que limite, et qui s'exprime toujours, qui est toujours en France. Il s'appelle Rachid Abou Oudefa, c'est l'un des 2 imams de Brest. Il se définit comme salafiste, quiétiste, autodidacte. Il est surtout connu pour cette vidéo qui est ressortie en septembre, elle date de 2014. On va voir les images, on ne va pas diffuser le son, ce serait faire trop d'honneur. On entend en tout cas dans cette séquence, cet imam expliquer à des enfants qui ont 10, 12 ans que la musique est la créature du diable, qu'elle fait naître le mal et que, je cite, celui qui écoute de la musique, il y a un risque qu'Allah le transforme soit en porc, soit en singe. Il a déclaré depuis qu'il aurait dû faire preuve de plus de nuances. On se rappelle aussi qu'au moment de janvier, il avait appelé à la non-violence. Qu'est-ce qu'il faut penser de ce type de profil de cet homme ? D'abord, il va peut-être falloir qu'il se calme un petit peu, effectivement. Et puis, s'il continue, il va falloir prendre des mesures. Moi, je n'ai pas de responsabilité. Il faut sanctionner ces propos aujourd'hui il faut sanctionner, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir cette conduite suicidaire. Nous, la société française, si nous laissons en notre sein se développer des discours radicaux. La radicalité, elle commence à un endroit précis. Elle commence au moment où on se met en rupture du point de vue des discours et du point de vue des valeurs par rapport au reste de la société. C'est-à-dire que si on prétend imposer tout un ensemble de normes du bien et du mal et des normes de conduite qui vont isoler l'individu du reste de la société en diabolisant le reste de la société, comment est-ce qu'on peut prétendre, en toute bonne foi, vouloir faire société avec le reste des gens? Donc voilà, la radicalité, elle commence là, et c'est à la responsabilité politique, c'est pas aux philosophes de prendre les mesures qui s'imposent, mais il va falloir être cohérent. Et aller jusqu'au bout de nos intentions et ne pas s'en tenir à des effets d'annonce. Boualem Sansal, qui s'est beaucoup exprimé récemment, disait que la question de l'islam se réglerait dans la confrontation entre l'islam en France et l'islam de France. Évidemment, pas la même chose. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, alors je crois que si vous voulez, la destinée de l'islam se jouera bien au-delà du cas français. C'est un monde entier qui est en mutation, qui est en effervescence et qui est pris dans une espèce de dissociation ou de schizophrénie qu'on retrouve à l'échelle française entre ceux qui considèrent que l'islam doit vivre ici comme une communauté fermée, islam en France, et ceux qui considèrent qu'il y a toute une adaptation intelligente, contextualisée de l'islam à conduire. C'est passionnant d'ailleurs comme aventure. Qui doit la conduire ? Nous tous. C'est-à-dire dans un dialogue entre les musulmans, dans un dialogue entre les musulmans et le reste de la société. C'est ça qui est intéressant. C'est formidable pour une tradition spirituelle, pour une tradition culturelle, d'avoir à se réinventer, à se régénérer. D'autant qu'il n'y a pas de clergé. C'est à la fois une chance et peut-être un handicap. Ou une représentativité pas très légitime. Comme le disait Mohamed Harkoun, l'islam est théologiquement protestant et politiquement catholique. C'est pratique. Non, mais c'est-à-dire qu'en réalité, sur le plan théologique, effectivement, il y a un grand verset du Coran qui est cardinal, qui est « La ikraha fid-din », ça veut dire « il n'y a pas de contrainte en religion ». Donc en réalité, comme dans le protestantisme, c'est quelque chose qui institue un rapport libre et direct de l'homme à Dieu. Mais de fait, il y a un clergé. Il y a un clergé de fait plus qu'un clergé de droit. Et il exerce, hélas, ce qu'on appelait au moment des Lumières, Kant par exemple, une tutelle. Direction des consciences. Une direction des consciences. Il y a des maîtres de religion en islam. Et évidemment, il y a là quelque chose qui est incompatible avec la liberté spirituelle, même si on peut admettre que dans une spiritualité, il y ait des gens qui aient une certaine expérience, qui aient une certaine sagesse, mais qui n'ont aucun droit pour s'ériger. Mais pas jusqu'à la soumission. Non. C'est ça. Abdenour Bidar, je propose, pour continuer le dialogue, le monologue, la réflexion, lettre ouverte au monde musulman. Ça, c'est aux éditions des Liens qui libèrent. Et plaidoyer pour la fraternité, ça a été publié par vous-même chez Albin Michel il y a quelques mois. Merci infiniment d'être venu dans 28 minutes ce soir. Et on continue avec le débat de cette édition spéciale de 28 minutes consacrée aux attentats de vendredi soir. Comment la France peut-elle et doit-elle riposter à ces attentats sans trahir ses valeurs, tout en garantissant la sécurité de ses concitoyens? La France et par extension, évidemment, l'Occident. On en parle avec après la mise au point de Sandrine Lequelvez. La France en état d'urgence. Solennel, François Hollande s'est exprimé cet après-midi devant tous les parlementaires réunis en congrès à Versailles. Face aux actes de guerre, nous devons être impitoyables. La Syrie est devenue la plus grande fabrique de terroristes que le monde ait connue. Il faut plus de frappe, plus de soutien à tous ceux qui se battent contre Daesh.
La France va donc intensifier ses actions contre l'État islamique. Déjà la nuit dernière, un camp d'entraînement et des dépôts d'armes ont été bombardés par l'aviation française près de Raqqa, le fief syrien des djihadistes. Comment neutraliser l'État islamique? La question s'est imposée au G20 qui vient de s'achever en Turquie. Ces attentats à Paris nous montrent que le terrorisme est une menace pour nos vies et pour la paix. Une menace qui s'est précisée avec pas moins de 4 attentats spectaculaires, sanglants en quelques semaines. Face à l'horreur, les grandes puissances réunies à Antalya sont arrivées à une évidence. Seule l'union fait la force. Les derniers événements tragiques, notamment en France, témoignent que nous sommes tout simplement obligés d'unir nos efforts dans la lutte contre ce mal, le terrorisme. Unir leurs forces, mais pour quelle efficacité? Un an de bombardement par la coalition n'a pas suffi à mettre à genoux Daesh. Est-il vraiment possible de détruire l'État islamique sans troupes au sol? Quel prix sommes-nous prêts à payer pour éradiquer cette menace? Bonsoir à tous les quatre. Jean-Pierre Filu, vous êtes historien, professeur à Sciences Po en études moyen-orientales. Selon vous, nous ne devons pas tomber dans le double piège que tente de nous tendre Daesh, les djihadistes qui veulent déclencher une guerre civile en France et puis qui veulent pousser les Occidentaux à envoyer des troupes au sol, ce qui, de votre point de vue, serait catastrophique, des troupes au sol en Syrie. À côté de vous, Dominique Moïsi, bonsoir. Vous êtes politologue, conseiller spécial de l'Institut français des relations internationales. Et selon vous, détruire Daesh en Syrie, en Irak et en Libye doit devenir la priorité absolue de la communauté internationale. Nous n'aurons pas d'autre choix que de nous allier avec la Turquie, mais aussi l'Iran et la Russie, dites-vous. À côté, le colonel Michel Goya, bonsoir. Vous êtes expert militaire. Vous pensez que pour agir contre Daesh, il faudrait compléter les frappes aériennes par des actions au sol, puis occuper durablement ce terrain. Et enfin, Rachid Benzine, bonsoir. Vous êtes islamologue. Selon vous, les meurtriers qui ont agi à Paris, qui ont frappé Paris vendredi, ont grandi ici. Ils sont donc aussi le produit de la société française et de la société belge. On démarre ce débat avec une question d'un internaute. Il y a beaucoup de questions. Oui, absolument. J'ai choisi celle-ci. La France a bombardé le fief de Daesh à Raqqa. Bien que ces frappes soient dirigées vers des camps d'entraînement, qu'en est-il des civils syriens dans cette ville? Colonel, il n'y a pas que des djihadistes à Raqqa, aux alentours. Il y a aussi des civils, des familles. Est-ce qu'on est capable de cibler les djihadistes et d'épargner les civils aujourd'hui, techniquement? Techniquement, oui, bien sûr. C'est ce qu'on s'efforce de faire. Toutes les munitions sont ciblées, sont guidées. Maintenant, on n'y arrive pas toujours. On estime que depuis un an, la coalition dans son ensemble a réalisé, doit être à peu près 8000 frappes et qu'elles ont tué peut-être 400 civils. Malgré toutes les précautions prises, c'est impossible d'éviter ce les dommages collatéraux. Tout à fait. Avant le chiffre du jour, une question. Jean-Pierre Filu, nous avons été frappés pour ce que nous avons fait, c'est-à-dire l'engagement en Syrie, ou pour ce que nous sommes? Non, pour ce que nous sommes. Et je crois qu'il faut effectivement raison garder et ne pas tomber dans le piège de cette causalité diabolique qui fait que les djihadistes prétendent réagir, alors que ce sont eux qui ont ouvert le feu contre notre pays. Médine et Mouche, en mai 2014, Bruxelles, Marseille, nous avions déjà des otages aux mains de Daesh. Il n'y avait aucune intervention de notre pays dans la région. C'est donc l'inverse qui s'est passé. Donc il faut faire très attention à ne pas cautionner le discours des terroristes en acceptant leur version des faits de la chronologie. Vincent. Le chiffre du jour, oui, la réplique n'a pas tardé, Oui. puisque 10 chasseurs français ont largué 20 bombes hier soir à Raqqa, donc le fief de Daesh. Le président de la République a rappelé aujourd'hui au Congrès que cette action militaire allait durer, s'intensifier. Dominique Moïsi, est-ce que la France a les moyens de mener cette guerre moderne? On voit bien qu'il n'est pas une guerre comme les autres. Je voudrais revenir quand même sur ce qu'a dit Jean-Pierre Filliot. Il y a eu, au cours des derniers jours, des attaques de Daesh à Istanbul, contre les Kurdes, à Beyrouth, contre les chiites, dans le Sinaï. Qu'est-ce qui réunit les Kurdes, les chiites, les Russes, les Français? Ils sont tous intervenus contre Daesh en Syrie. Donc je crois qu'il ne faut pas intervertir
le calendrier et en même temps, il faut intégrer cela, essayer de le comprendre. Et le comprendre, on peut le dire de deux manières. Il y a une logique. Plus Daesh subit des revers sur le terrain, en Syrie et en Irak, plus il a tendance à externaliser sa guerre. Alors, il est évident que ce qui s'est passé à Paris n'est pas la résultante de la chute de Sinjar. Ces cellules dormantes étaient là depuis bien longtemps. Mais le calendrier n'est pas accidentel. Et donc, si Dominique Mézis, on revient quand même sur la France aujourd'hui, et précisément sur l'action militaire que mène aujourd'hui l'armée française, décidée par le président. On voit bien que c'est une guerre difficile, pas comme les autres. Est-ce qu'on est outillé? La France est engagée sur plusieurs fronts. Est-ce qu'elle peut faire face? Il faut poser la question au colonel Goya, qui est on lui posera aussi. Beaucoup plus compétent que moi. Mais personnellement, je pense ce qu'a fait la France, réagir en bombardant Raqqa, s'imposait. Au lendemain, sans délai, hein. Sans délai. C'était un acte de guerre d'une extrême violence. Il convenait que nous réagissions. Mais bien entendu, ce que nous voulons faire, c'est créer une coalition. Une coalition, cette fois-ci, infiniment plus élargie. Alors, colonel Goya. Oui, alors pour revenir sur l'action militaire elle-même, bien sûr, cette frappe, c'était, j'allais dire, la moindre des choses, de montrer notre détermination tout de suite avec les moyens dont nous disposions sur le terrain. Maintenant, il n'y a rien là, évidemment, de décisif au point de vue on bombarde depuis longtemps déjà, on bombarde depuis un an, maintenant plus d'un an. Maintenant, la France a réalisé un peu plus de 200 frappes en Irak et en Syrie. La coalition, dans son ensemble, approche à peu près les 8000. Ça veut dire déjà que l'effort de la France dans cet ensemble est très modeste. C'est 3% de l'ensemble des frappes, qui elle-même campagne, qui a des résultats qui sont pour le coup assez mitigés. Donc ce que je veux dire par là, c'est que depuis un an, l'action militaire, en tout cas de la France, est en réalité très limitée contre l'État islamique. Néanmoins, Rachid Benzine, que peuvent des actions militaires organisées, planifiées contre des kamikazes animés par la pulsion de mort qui se font sauter? On ne peut pas faire grand-chose malheureusement, sauf à essayer d'éviter à travers le renseignement, puis essayer de s'appuyer sur la population pour faire face, je dirais, à cette épreuve qui est terrible. Tout d'abord parce que il faut essayer d'expliquer l'archéologie de ce qui est en train de nous arriver. Et je suis d'accord avec Dominique qu'il y a un certain nombre, je dirais, d'éléments dans notre politique internationale depuis au moins une trentaine d'années sur cette région-là qui fait que la guerre est absolument importée aujourd'hui en France. Elle est asymétrique et ils vont utiliser tous les moyens pour déstabiliser toutes les sociétés. Ils ont essayé de déstabiliser la Tunisie en s'attaquant d'abord à travers l'économie, c'est ce qu'ils sont en train de faire, installer la terreur au niveau de la population, ensuite couper une population entre les bons musulmans et les mauvais musulmans à l'intérieur, et on le voit déjà très bien en France, la division, et ensuite créer entre les autochtones et ceux qui ne sont pas considérés comme des autochtones, ou en tout cas les nouveaux arrivants. Et donc nous avons quelque chose quand même qui est assez complexe et qu'on doit absolument prendre en compte. L'analyse ne peut pas être monofactorielle. Et pourquoi des attentats suicides aujourd'hui? C'est nouveau, on n'avait pas de kamikazes avant. Ça, c'est inédit pour le coup. Qu'est-ce qui a changé sur le territoire français en tout cas? France. Oui, il y a quelque chose qui est en train de changer par rapport à Charlie Hebdo. Nous avions des cibles qui étaient claires, en tout cas d'un point de vue religieux, qui avait été décidé en disant on va s'attaquer à Charlie Hebdo, puis on va s'attaquer à la communauté juive. Là, aujourd'hui, on change complètement de perspective, et il s'agit de faire le plus... C'est la quantité, là. Oui, le plus de mal. On n'est plus du tout dans une logique ciblée, on est dans une logique de chaos total, quelles que soient les personnes en face. Alors il y a aujourd'hui des perquisitions, des arrestations, il y a une action extrêmement nourrie. On se demande si on n'a pas été un peu naïf, non? Il a fallu attendre l'état d'urgence et la possibilité de mener des enquêtes, d'aller chez les gens, de récupérer des armes dans des milieux ultra radicalisés. On a cru longtemps qu'il y avait un modèle français, une capacité de la France à faire face au terrorisme, une supériorité par exemple aux Britanniques. Est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas pris du retard, Jean-Pierre Filiu? On n'a pas pris du retard, ce sont eux qui ont pris de l'avance. On est face mais il faut quand même dire qu'on est face à quelque chose sans précédent. Donc tout ce que nous projetons est toujours par analogie, est toujours par rapport à une menace sur laquelle s'étaient construits les dispositifs de sécurité. Et donc là, il faut malheureusement intégrer cette radicalité nouvelle. Et c'est pour cela aussi qu'il faut intensifier
les frappes en Syrie, non pas seulement pour répondre « vous nous faites la guerre, nous vous faisons la guerre », mais parce que c'est à la tête que la planification terroriste doit être désorganisée. Il faut une fois pour toutes que nous reprenions l'initiative. Ce sont eux qui prennent l'initiative depuis maintenant trop longtemps, qui décident du calendrier, de l'agenda, qui imposent leur thème, et nous n'avons pas, nous sommes plus forts qu'eux, nous allons gagner, mais nous ne pouvons plus les laisser prendre cette initiative. Est-ce une guerre? Dominique de Villepin s'est exprimé très récemment en disant non, ce n'est pas une guerre. Ce sont des actes de guerre qui ont été commis contre la France. Mais il faut leur dénier l'honneur d'être des combattants, disait un juriste, Antoine Garapon. C'est une guerre qui n'est pas classique. Mais il ne faut pas se payer de mots, c'est une guerre. Mais voilà. Mais je crois que ce qui est dangereux, en fait, tous ceux qui refusent l'utilisation du mot guerre prennent comme alibi les erreurs commises par les États-Unis de George W. Bush dans les années 2000. Nous ne devons pas répéter ces erreurs. Nous devons respecter l'état de droit, mais nous devons aussi nous faire respecter. Et en réalité, le cœur, c'est quand même la constitution autour de ce qu'on appelle le califat d'un sanctuaire. Un sanctuaire qui permet d'entraîner les terroristes, de les financer. On va y venir. On va y venir au financement. C'est fondamental. Une question, Rachid Benzine. Les terroristes qui ont été identifiés jusqu'à présent sont tous français. Ça dit quoi de nous, de notre société? Ça doit nous interroger et nous avons aussi une part de responsabilité parce que c'est nous aussi qui envoyons pour une grande partie ces jeunes-là vers Daesh. Ça veut dire que... Comment ? C'est-à-dire ? Comment on les envoie ? C'est-à-dire que pour qu'un jeune puisse partir en Syrie, parce qu'en France, on a une série de décrochages. Le phénomène de radicalisation, il se passe une fois qu'ils sont en contexte de guerre, souvent à l'étranger, et ils reviennent. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune qui a grandi ici puisse avoir à la fois la haine de soi et la haine de l'autre? Ça veut dire qu'il y a un processus de déshumanisation qui a fonctionné, et ça veut dire qu'il y a eu un certain nombre de décrochages dans la société française qui font que ces jeunes, au bout d'un moment, ne se reconnaissent pas du tout français. Donc notre modèle social français, la manière dont on fait place culturelle, doit être aussi repensé en fonction de ces perspectives-là. C'est une minorité, mais c'est une minorité qui est agissante et qui doit nous interpeller parce que ce n'est pas normal que des jeunes qui ont grandi ici puissent partir de l'autre côté. Cela veut dire aussi que Daesh joue sur, je dirais, 3 mythes fondateurs qui sont très importants et qui fonctionnent comme idéologie, puisque sur le marché de l'idéologie, il n'y en a pas suffisamment. Le premier mythe, c'est ce que nous avions appelé tout à l'heure la restauration du califat, c'est-à-dire une blessure narcissique à l'intérieur du monde arabo-musulman. Laver l'humiliation. Voilà, la question de l'humiliation, elle est fondamentale. Votre livre sur la géopolitique des émotions est un livre fondamental. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est tout d'abord l'histoire du salut, pour dire que dans cette région-là, il va y avoir, je dirais, le combat final entre l'islam et ce qu'on pourrait appeler l'antéchrist. Donc ça fonctionne, c'est-à-dire que ce sont des textes qui prennent du sens. Et le troisième élément, c'est l'élément de l'hégire. C'est-à-dire que le prophète est parti de la Mecque vers Médine, qui quitte une cité... C'était au 7e siècle, ça. C'est réactualisé. Mais ce sont des mythes. Ce sont des mythes fondateurs et les sociétés fonctionnent sur des mythes. Ils sont mobilisés aujourd'hui. Oui. Très bien. Faites-nous écouter, merci Rachid Benzine, faites-nous écouter... Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, précisément, parce que la grande question qui a agité, Elisabeth, le G20, les dirigeants du G20 ce week-end, c'est de savoir si finalement on peut gagner cette guerre sans déployer des troupes au sol. On écoute et on regarde la réponse du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. La question qui est posée, c'est est-ce qu'il faut qu'il y ait des troupes étrangères au sol ? Et là, la réponse est négative, parce que toutes les expériences précédentes, que ce soit l'Irak ou d'autres pays, montrent que très très vite, ces troupes deviendraient des forces d'occupation et ça aboutirait au résultat inverse de ce qu'on veut obtenir. Pas de troupes au sol, colonel. Là, en tout cas, il y a une décision politique très ferme. Les dirigeants disent c'est trop dangereux, on tomberait dans le piège de Daesh. Bon, il faut revenir un petit peu à la stratégie qui est actuellement en place. L'idée, c'est... C'est pas votre point de vue, hein, a priori. Si. Ah, alors non, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, vaincre militairement Daesh, ça signifie au moins 2 choses. Un, effectivement, planter des drapeaux sur Raqqa, Mossoul, Deir ez-Zor, enfin toutes les villes qui sont le territoire. Pour planter des drapeaux, il faut les amener au sol. Hein. Oui, c'est ça. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est contrôler et résoudre les problèmes politiques, résoudre ce qui fait s'attaquer à ce qui fait que Daesh existe.
et donc avoir un projet politique derrière. C'est deux phases très nettement séparées, deux phases militaires aussi très nettement séparées et tout aussi complexes l'une que l'autre. La première, la conquête, c'est en ordre de grandeur, c'est 10 à 20 fois ce que nous avons fait au Mali, si on veut avoir un effet sur le terrain, pour donner c'est colossal. Un ordre de grandeur. Or, la stratégie actuelle, c'est une stratégie, c'est celle-ci, hein, mais on attend que ce soit les forces locales, et notamment l'armée irakienne, qui plantent ces drapeaux. Et nous, on est en appui et en soutien de ces forces locales. Maintenant, on peut rester, ce que je veux dire, c'est qu'on peut rester aussi dans cette stratégie globale, mais la faire de manière plus efficace aussi. Je rappelle que c'est la même stratégie que nous menons au Sahel contre d'autres groupes, qu'il ne faut pas oublier non plus, mais qui est, d'un point de vue strictement technique militaire, beaucoup plus large, beaucoup diversifié. Nous utilisons des troupes au sol, enfin pour faire des raids, hein, toujours pareil. Des forces spéciales, des hélicoptères. Toute la panoplie d'un dispositif militaire. Militairement, c'est déjà simplement plus efficace. Jean-Pierre Perrin, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes grand reporter à Libération. Merci, et juste pour essayer de nuancer et de comprendre bien quelque chose, vous dites, Daesh n'est pas juste un groupe terroriste comme les autres, mais ambitionne de devenir l'équivalent d'un État, un proto-État. Et le fait que les Occidentaux ne reconnaissent pas cette ambition pourrait être contre-productif. Vous pouvez vous expliquer ? J'ai fait référence au discours qu'avait fait le calife, quand il s'est proclamé calife, il a simplement fait des références à deux choses. Oui. Le djihad, qu'il voulait étendre à toute la superficie du globe, et ensuite au fait qu'il se voulait le représentant de tous les musulmans sunnites de la planète. Donc il y avait ces deux ambitions qui étaient chevillées l'une à l'autre. Et donc, c'est déjà un premier élément. Ensuite, si on regarde comment fonctionne l'État islamique sur le terrain, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On s'aperçoit qu'il y a une collecte des impôts, on s'aperçoit que les administrations fonctionnent peu ou prou d'après les témoignages que nous avons, on s'aperçoit que finalement la présidence de cet État est assurée par le calife, qu'il y a un vice-calife, qu'il y a une succession de conseils. On a quelques informations, par exemple, quand même sur ces conseils stratégiques, 9 membres, par exemple, dont chaque membre doit avoir une qualification particulière. Comme un gouvernement ? Alors, non, il y a les spécificités. Hein. Les valeurs ne sont pas les mêmes. C'est pour ça qu'on dit c'est pas un État ou pas un proto-État, parce que leurs valeurs ne sont pas les nôtres et parce qu'il ne sera jamais reconnu par la communauté internationale. Mais si on reprend le Conseil stratégique, on va l'appeler comme ça, bien qu'il ait un autre nom, les 9 membres, ils doivent avoir tous un passé djihadiste, c'est une information, avoir tous fait de la prison. Deuxième information, tous une obédience salafiste, et puis la quatrième, avoir un diplôme de l'université. Vous voyez, on a quand même quelque chose de constitutif d'un État. Alors évidemment, ce n'est pas l'État qui correspond à nos critères. Tous les États n'imposent pas ces critères. Tous les États n'imposent pas ces critères. Une réaction de Dominique Moisy, que je sens un peu bouillir. Oui, en fait, c'est quand même aussi une secte. Quand on voit de l'intérieur, on a beaucoup de témoignages, comment ça fonctionne, nous ne pouvons pas nous résigner à le considérer comme un État. Et je crois qu'il faut les réduire sur le plan militaire et aider cela par une dimension diplomatique. Isoler Daesh, je crois que c'est essentiel de concilier approche diplomatique et approche militaire. Ça suppose bien évidemment un rapprochement avec les Russes et l'Iran. Est-ce qu'il est possible qu'ils abandonnent Bachar el-Assad pour créer une grande coalition? Ce n'est pas la chose la plus morale compte tenu de ce qui s'est passé, mais c'est sans doute la chose la plus nécessaire aujourd'hui. On va en parler dans un instant, mais avant ça, juste un retour sur un volet de l'activité de Daesh, le volet du cyberterrorisme pour terroriser l'Occident, pour recruter évidemment des combattants. L'organisation État islamique utilise avec un brio glaçant Internet, et d'ailleurs depuis plusieurs mois, des annonces de riposte sur la toile émanent de différents groupes comme les Anonymous. Elles nous semblent un peu dérisoires, c'est l'avis en tout cas de Thibault Nolte avec Bang Bang. Regardez. Hier, le groupe de hackers activistes Anonymous a promis de venger les attentats de vendredi. Bravo, mais ces dernières opérations ont perdu de leur superbe. Alors faut-il couper l'électricité aux Anonymous? Anonymous est une nuée d'oiseaux idéalistes qui s'agrègent pour bombarder de son guano numérique les multinationales, l'église de scientologie, les dictatures et toute une ménagerie de la pire espèce. Mais même les blanches colombes bavent parfois comme des crapauds.
En janvier dernier, Anonymous avait déjà attaqué tweetos djihadistes et sites terroristo-conciliants. Mais la police a dénoncé des interférences avec ces enquêtes et les geeks islamistes ont à leur tour piraté des sites de banques, entreprises ou cathédrales. Fin octobre, Anonymous devait aussi outer 1000 demeurés du Ku Klux Klan. Mais leur liste était truffée d'erreurs et l'opération a tourné court, signe que la rigueur des débuts a fait place à une légèreté coupable, conséquence de l'arrestation en 2012 de 25 faucons d'Anonymous par Interpol. Paradoxe, le mouvement libertaire anti-Daesh se cache sous le masque de Guy Fawkes, un terroriste catholique anglais du XVIIe siècle. Il fait aussi référence dans sa devise « Nous sommes légion » au démon de l'évangile selon Marc, qui s'adressant à Jésus lui dit « Légion est mon nom, car nous sommes nombreux. » L'enfer est pavé de bonnes intentions. Vincent. Oui, alors Jean-Pierre Filiou, le jeu diplomatique semble bouger. On a vu ces derniers jours discuter Obama et Poutine, et le président Hollande a dit qu'il allait rencontrer ces jours-ci Obama et Poutine. Est-ce que c'est le début, les prémices d'une grande coalition dans laquelle on inclurait les Russes et l'Iran? Et est-ce que c'est souhaitable? On est dans un moment fascinant de notre histoire contemporaine où il y a une espèce de second life, de réalité parallèle diplomatique qui se constitue en déconnexion totale avec ce qui se passe sur le terrain en Syrie. Comme dans un théâtre. Comme dans un théâtre. Et effectivement, ça mobilise beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie, souvent de l'énergie positive, mais ça n'a absolument aucune chance d'avoir un impact sur le terrain, ou alors ça peut avoir l'impact exactement opposé. Expliquez-vous. Regardons effectivement pourquoi nous en sommes à ce fameux mouvement diplomatique. Il a commencé à la tribune des Nations Unies, quand Vladimir Poutine a fait un discours aussi fondateur que l'avait été le discours de George W. Bush en 2002, qui préludait à l'invasion de l'Irak l'année suivante. Et c'est un discours fondateur d'une catastrophe du même type, qui est l'intervention russe en Syrie. Pourquoi ? Je considère qu'effectivement, dans la séquence qui a été évoquée, si nous sommes aujourd'hui dans cet paroxysme terroriste, nous le devons en partie au fait que Vladimir Poutine a jeté non pas de l'huile, mais des hectolitres d'huile sur le feu de la Syrie qui était déjà bien assez éruptive et que nous en avons payé en partie le prix. Parce qu'il n'a pas ciblé que Daesh, parce qu'il a Il n'a aussi pas ciblé du tout Daesh. Il a voulu aider. Il a voulu écraser le seul avenir de la Syrie et le seul avenir pour un monde sans Daesh, c'est-à-dire des révolutionnaires qui ne sont ni Bachar ni Daesh. En les affaiblissant, en faisant bénir par l'Église orthodoxe les avions qui allaient ensuite bombarder des musulmans. Rachid Benzine évoquait les mythes. Vous vous rendez compte? On est en plein dedans. Le mythe que vous amenez sur la table des djihadistes et la façon dont vous alimentez, parce qu'en plus c'est exactement ce qui est écrit dans les prophéties. On est dans la fin du monde. Les orthodoxes viendront sur la terre de Syrie pour porter la guerre contre les musulmans. Donc, merci Monsieur Poutine, vous avez complètement dopé Daesh, et en termes de coalition, non seulement il faudra au moins réorienter l'effort dans lequel il est engagé, mais surtout désigner Daesh comme l'adversaire qui est censé être combattu. Et Jean-Pierre Perrin se pose la question des sunnites, c'est ça, qui sont jetés dans les bras de Daesh, les tribus sunnites, les populations. En Irak, la prolifération des milices chiites, qui est absolument épouvantable, parce que finalement, qui dit milice, dit racket, dit enlèvement, dit kidnapping, mais sur le terrain, lorsque ces milices ont repris Tikrit, parce que ce n'est pas l'armée irakienne qui a repris Tikrit, ou marginalement, cette armée irakienne, elle n'en peut mais, elle a été complètement, elle est complètement minée de l'intérieur par le communautarisme, par la corruption. Donc quand ces milices arrivent, les populations sunnites qui n'avaient pas rejoint l'État islamique, finalement, elles le rejoignent. Elles sont forcées, ne serait-ce que pour assurer une certaine sauvegarde de leur patrimoine, de leur famille, de leurs intérêts. Donc moi j'ai rencontré plusieurs fois à Bagdad de jeunes sunnites qui vivent exactement comme moi, qui sont en blue jean, etc., des filles à peine voilées. Et à la surprise, je leur dis, vous craignez pas l'État islamique? Mais pas du tout, pas du tout. Au contraire, on en a marre de ces milices qui, quand même, sur chaque barrage, on risque notre vie, on risque notre argent, on risque des tas de problèmes. Donc, vous voyez, là, la complexité, c'est que
tout ça s'inscrit dans une confrontation chiite-sunnite que chaque pays riverain encourage à sa façon, de l'Arabie Saoudite à l'Iran, en passant par la Turquie, le Qatar et j'en oublie bien d'autres. Alors, une question, l'argent, le financement de l'État de islamique. Daesh et même Nadia. l'autofinancement, parce qu'on peut dire qu'ils sont autosuffisants financièrement. Et lutter contre Daesh, ça peut aussi passer par l'assèchement de leurs sources de revenus. On sait que Daesh est assis sur un trésor de guerre colossal. D'après un rapport du Centre d'analyse du terrorisme, il y a un think tank européen, le revenu annuel théorique de Daesh s'élève à 3 milliards de dollars grâce aux rackets, grâce au trafic d'œuvres d'art, au blé, au coton. Alors un chiffre plus incroyable encore, le sous-sol riche en gaz naturel et en pétrole leur conférait une réserve de plus de 2000 milliards de dollars, donc un bas de laine assez conséquent. Et justement pour le pétrole, la question que tout le monde se pose, c'est quels sont les pays qui leur achètent ce fameux pétrole? On sait que l'an dernier, l'ambassadrice de l'Union européenne en Irak avait affirmé que des États membres de l'Union européenne achètent ce pétrole. Elle n'avait pas précisé s'il s'agissait d'achats directs. On a entendu des rumeurs selon lesquelles la Syrie, elle a toujours son poste, selon laquelle la Syrie également achète ce pétrole à Daesh. On a entendu parler de la Turquie. Comment est-ce qu'on lutte concrètement contre le financement de Daesh? Les États-Unis ont bombardé des camions citernes. Je pense que si on détruit les puits de pétrole contrôlés par Daesh, si l'on détruit les camions qui transportent ce pétrole, ça suffit déjà pour commencer. C'est déjà important. Et je ne comprends pas qu'on ne l'ait pas fait plus tôt. Ou plutôt, je comprends trop bien les raisons mercantiles qui ont fait qu'on ne l'a pas fait. Et alors, qui achète ce fameux pétrole? Beaucoup de gens. Non, mais là, c'est trop vague. Sur la Turquie. Voilà. Indirectement. La Turquie, où se déroule précisément le G20. Mais le PIP, le pipeline, la conduite, par exemple, traverse des régions entières de Syrie et l'État de Bachar el-Assad, l'État entre guillemets, parce qu'il n'en reste plus grand-chose, paye quand même pour la location, paye le pétrole qui traverse ce... On voit le côté inextricable du piège que vous décrivez les uns les autres. Dominique Moisy, il y a une politique internationale possible? Oui, c'est là où... laquelle? Non, c'est là où je diverge de Jean-Pierre. Je crois qu'au niveau de l'analyse et de l'éthique, il a totalement raison. Mais il me semble parler comme Corneille, le monde tel qu'il devrait être. Or, dans le monde où nous sommes aujourd'hui, effectivement, Poutine a changé les règles du jeu. Pour le pire, sans doute. Mais nous devons nous adapter. Après ce qui Comment nous allier avec Poutine. Alors, nous allier avec Poutine, entendons-nous, il ne faut pas être naïf. Nous savons très bien. Vous avez 30 secondes, Dominique Moisy. Comment? Que préconise Cameron aussi. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'unité. Unité en France, unité en Europe, unité dans le monde occidental et au-delà, unité avec la Russie, l'Iran et la Turquie pour éliminer ce cancer. Ça ne résoudra pas tous les problèmes, ça en créera beaucoup, mais c'est inévitable aujourd'hui. C'est votre conclusion. Elle est provisoire et je pense que nous y reviendrons dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Merci à tous les quatre de nous avoir rejoints pour cette édition spéciale de 28 minutes. Merci mes amis. C'est terminé dans un instant sur l'antenne. Hitchcock-Truffaut, le documentaire de Kent Jones. Passionnante leçon de cinéma. Oui, on change de registre. On se retrouve demain à 20h05 pour une édition spéciale, encore une fois, consacrée à la défense et à la sécurité du territoire français. Et puis, le retour en fin d'émission, évidemment, de nos deux chers zigotos, Jean-Mathieu Pernin et Xavier Mauduit. On se quitte en musique. Douce France, oui, Douce France, Traînait, repris avec amour par Rachita et carte de séjour. Bis morgen, tchuss. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance.